En 2016, quand j'étais en 3e, j'avais une amie hyper fan de K-pop. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était et je me suis laissé tenter. Je suis rapidement devenue fan, très fan même, au point que comme la majorité des filles de mon âge à cette époque, la Corée du Sud était devenue ma destination de rêve. Cependant, je ne voulais pas uniquement m'intéresser aux aspects positifs du pays et voulais me faire une sacrée piqûre de rappel avec tous les reportages tous plus horribles les uns que les autres que je pouvais trouver. Croyez-moi que bien que j'ai toujours envie de visiter le pays, je n'en ai pas une vision idéalisée, loin de là. Et je me rappelle à ce moment-là, du haut de mes 14 ans, que j'étais tombée sur des phénomènes non seulement répugnants, mais aussi terrifiants. J'étais loin de m'imaginer que cela mènerait 2 ans plus tard à l'une des affaires de crimes sexuels les plus horribles que la Corée du Sud ait connues. Salut tout le monde, c'est Rila, installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la Hands Room. Donnant lieu à des vidéos illicites, des forums de Baxa ont été arrêtés. Mais l'identité de Bob qui est à l'origine de ce genre de forum. Les racines du mal. Avant que je vous présente l'affaire principale, j'ai besoin de poser le contexte socio-culturel et technologique du pays. Imaginez ceci. Vous êtes dans des toilettes publiques et une caméra minuscule vous filme sans que vous le sachiez. Ça arrive tous les jours en Corée du Sud. Le terme molka se compose de mol, qui vient de l'adverbe molle, qui signifie secrètement, et de ka, de caméra. Donc littéralement, caméra secrète. Ces caméras se cachent dans des endroits insoupçonnés, derrière un miroir, sous un lavabo, ou même dans un porte-clés posé sur une table. Les victimes, majoritairement des femmes, elles sont filmées sans leur consentement dans des toilettes publiques, des cabines d'essayage et même dans les transports en commun. Les vidéos se retrouvent rapidement sur internet où elles deviennent un genre pornographique à part entière, malgré l'interdiction légale du contenu pornographique en Corée du Sud. C'est un crime si banalisé qu'on en trouve désormais les preuves jusque dans les écoles. Chaque fois que j'entre dans les toilettes publiques, je scrute les murs à la recherche de trous. Parfois, je trouve des mouchoirs collés avec du scotch, des taches de marqueur. Ça me brise le cœur. Pourquoi devons-nous faire ça ? C'est fou. Les chiffres, eux, donnent la nausée. En 2011, il y avait 1400 cas recensés. En 2022, le chiffre explose à près de 7000 cas. Pourtant, 95% des auteurs ne vont jamais en prison. En Corée du Sud, vous risquez plus à voler un sandwich qu'à filmer une femme à son insu. Et derrière ce pourcentage, un motif se répète donc. 80% des victimes sont des femmes. Des femmes que la loi, jusqu'en 2020, traitait avec le mépris d'un système patriarcal. Leur traumatisme, classé délit mineur. Et pour acheter ces caméras, il n'y a rien de plus facile. Elles sont petites comme un bouton et disponibles partout pour moins de 20 $ sur internet. Le plus horrible sont les commentaires que l'on peut retrouver sur certains posts. J'adore celle en robe bleue. Ou encore, elle a l'air consentante. Lee Jun, 24 ans, découvre avec horreur que son ex a diffusé leurs vidéos intimes sur 12 sites porno. Et la réponse choquante de la police, pourquoi vous êtes-vous filmé? La Corée du Sud est dernière des pays développés en matière d'égalité des sexes. Les normes patriarcales banalisent cette violence. En 2018, des dizaines de milliers de femmes manifestent à Séoul avec un slogan « My life is not your porn ». Résultat, des lois renforcées certes, mais toujours 95% d'impunité. Ce phénomène n'est pas juste le fait de pervers isolés, c'est un problème profondément ancré dans la société sud-coréenne, alimenté par des normes patriarcales et un mépris généralisé envers les victimes. La Corée du Sud est profondément marquée par des valeurs héritées du néo-confucianisme. Pendant la dynastie Joseon, une règle domine le Namjeon-yeobi, littéralement l'homme au-dessus de la femme. Les femmes doivent alors respecter l'honneur familial en restant silencieuses sur leur sexualité. Au XXe siècle, la situation empire. Pendant l'occupation japonaise, des milliers de femmes coréennes sont réduites en esclavage sexuel, connues malheureusement sous le nom de femmes de réconfort. Ce traumatisme est longtemps resté tabou. La guerre de Corée et les régimes autoritaires qui suivent renforcent encore cette culture du silence et de la soumission. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays divisé. Les plus âgés respectent toujours ces traditions strictes, tandis que les jeunes, influencés par la mondialisation, les rejettent de plus en plus. Ce conflit générationnel touche particulièrement les sujets comme l'éducation sexuelle et les droits LGBT. Et l'éducation sexuelle en Corée du Sud est très insuffisante. Depuis 2015, le ministère recommande officiellement 15 heures de cours par an pour chaque élève, du primaire au lycée. En réalité, la plupart des élèves n'ont jamais ces cours. En 2019, 65% des jeunes coréens déclarent ne pas avoir eu la moindre éducation sexuelle durant l'année scolaire. Et quand ces cours existent, ils sont limités à la biologie basique, puberté, reproduction et prévention des IST. Mais rien sur la contraception, le consentement ou le plaisir. Résultat, beaucoup de jeunes sont très mal informés et croient parfois à des mythes très dangereux. Les directives officielles de 2015 sont très conservatrices. Elles mettent l'accent uniquement sur l'abstinence et le mariage hétérosexuel. Elles véhiculent aussi des clichés dangereux comme celui que les femmes seraient responsables des violences sexuelles parce qu'elles ne paient pas
leur sortie. Toute mention de l'homosexualité ou de la masturbation était interdite dans ces documents. Après une vague de protestations, le gouvernement retire ces directives de son site en 2017. Pourtant, ces règles restent encore appliquées de manière officieuse dans les écoles. Et face à cette absence d'éducation sexuelle fiable, les jeunes se tournent vers Internet ou leurs amis, souvent exposés à des contenus pornographiques. Dès les années 90, 37% des lycéens disaient apprendre la sexualité grâce à la pornographie. Cette ignorance renforce une crise inquiétante de violences sexistes et sexuelles. En Corée du Sud, une femme est tuée tous les 1,8 jours. 98% des victimes d'homicides sont des femmes, souvent par un conjoint ou ex-conjoint. En 2017, une enquête montre que 80% des hommes admettent avoir abusé physiquement ou psychologiquement d'une partenaire. Tant, les victimes portent rarement plainte. Honte, peur du jugement, manque de confiance dans le système judiciaire, les raisons sont nombreuses. De plus, la loi interprète très strictement le viol, ce qui réduit souvent ces crimes à des délits mineurs. Sur Internet, le problème s'aggrave. L'anonymat permet d'aller plus loin dans les fantasmes violents, dépassant toutes les limites morales et légales. La Corée du Sud fait face à une réalité brutale. Un pays où l'éducation sexuelle est inexistante, des violences sexistes banalisées et où Internet accentue encore davantage ces violences. En août 2024, Pavel Durov, le CEO de Telegram, a été arrêté à Paris. Cette arrestation, effectuée dès son arrivée dans l'Hexagone, intervient dans le cadre d'une enquête sur la facilitation d'activités criminelles via la plateforme. Les autorités françaises l'accusent d'avoir refusé de coopérer avec les demandes de données nécessaires pour lutter contre la cybercriminalité et la diffusion de contenus illicites. Ultimately, the ISIS will always find a way to communicate within themselves. And if any means of communication turns out to be not secure for them, they'll just switch to another one. And so I don't think we're actually taking part in these activities. I don't think we should be guilty or feel guilty about it. Mais d'abord, qu'est-ce que Telegram? Lancé en 2013, c'est une application de messagerie réputée pour sa flexibilité et sa capacité à héberger des groupes pouvant rassembler jusqu'à 200 000 membres, ainsi que des chaînes de diffusion avec un nombre illimité d'abonnés. Alors que les chats classiques sont chiffrés lors du transit, seuls les chats secrets bénéficient d'un chiffrement de bout en bout, garantissant une confidentialité maximale pour ces échanges. Le modèle hybride de Telegram, qui combine synchronisation cloud et possibilité de chiffrement renforcé, en fait un outil extrêmement pratique pour de nombreux utilisateurs soucieux de leur vie privée. Cependant, cette approche permet également à certains d'exploiter l'anonymat relatif offert par la plateforme. En effet, la liberté de créer et rejoindre des groupes publics ou privés sans contrôle strict facilite l'organisation de réseaux de cybercriminalité, la diffusion d'images illicites, la vente de données volées ou encore la propagation de contenus extrémistes et pédopornographiques. Ce manque de modération stricte, souvent critiqué par des ONG et des experts en cybersécurité, transforme Telegram en un véritable repère pour des activités illégales. L'arrestation de Durov souligne le dilemme auxquels sont confrontées les autorités. Comment protéger la liberté d'expression et la vie privée des utilisateurs tout en empêchant que la plateforme ne serve de terrain fertile pour des abus graves. Telegram, souvent vanté pour sa robustesse technique et son indépendance, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un débat international sur la responsabilité des plateformes numériques. Des mesures de modération ont été récemment annoncées, mais la tâche reste immense tant le nombre d'utilisateurs est important et les contenus illicites nombreux. Mais dans l'ombre de ces racines toxiques, un monstre bien plus organisé allait naître. Plongé dans les ténèbres de la Handsroom. En décembre 2018, une nouvelle menace émerge sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. De jeunes femmes commencent à recevoir des messages inquiétants sur Twitter et Instagram. Un message d'un certain homme bienveillant les alerte. Vos photos privées sont sur Internet. Cliquez sur ce lien pour vérifier. Inquiètes, elles suivent ce lien qui mène à un faux site imitant parfaitement Twitter. En entrant leurs informations personnelles, elles donnent sans le savoir aux criminels l'accès total à leur compte, numéro de téléphone, adresse et même au nom de leurs proches. Mais ce n'est pas la seule méthode utilisée par les criminels. Ils créent aussi de fausses annonces d'emploi très attirantes. Devenez modèle, très bien payé, horaires flexibles. Séduites par ces opportunités, de nombreuses jeunes femmes répondent et passent même de faux entretiens en ligne. On leur demande alors d'envoyer des photos intimes, soi-disant pour vérifier la confiance. Mais dès que ces photos sont envoyées, le piège se referme brutalement. Les criminels utilisent ces clichés pour exercer un chantage violent. Dans d'autres cas encore, les criminels vont plus loin. Ils se font passer pour des policiers et accusent faussement les jeunes femmes d'avoir posté du contenu explicite, les menaçant de
poursuites judiciaires pour les effrayer et les manipuler. Rapidement, le nombre de victimes explose. Fin 2019, les enquêteurs recensent déjà 74 victimes, dont 16 mineurs. Chaque faux profil ou fausse annonce cache la même réalité. Un réseau criminel organisé qui pratique un chantage sexuel à grande échelle. Et lorsque les victimes réalisent la supercherie, il est déjà trop tard. Les criminels détiennent leurs informations privées et commencent à exercer un chantage implacable. Ils exigent d'abord des photos dénudées en promettant que le cauchemar s'arrêtera après une semaine d'obéissance. Effrayées, les victimes obéissent, mais le chantage ne fait que s'aggraver. Avec ces nouvelles images compromettantes, les criminels exigent des actes sexuels explicites, filmés quotidiennement. Les victimes deviennent alors de véritables esclaves numériques. Dans des salons de discussion secrets sur Telegram, les criminels les appellent ouvertement des esclaves. Elles sont contraintes à des actes sexuels et des humiliations quotidiennes devant la caméra. Une victime raconte « J'avais tellement peur qu'ils envoient mes vidéos à mes parents. Je faisais absolument tout ce qu'ils me demandaient. » Certaines victimes, très jeunes, subissent des abus inimaginables, comme une adolescente contrainte de produire plus de 40 vidéos sexuelles en une seule année. Et n'ayez pas l'orgueil de penser que cela n'arrivera à personne et qu'on peut refuser facilement parce que toute résistance est sévèrement punie. Si une victime refuse d'obéir, son identité est immédiatement exposée publiquement sur Telegram devant des milliers de pervers qui sont même encouragés à la retrouver, la violer, filmer des agressions et vendre les vidéos comme contenu pornographique. Un enquêteur dira plus tard « Les voir encourager le viol collectif en direct m'a glacé le sang ». En tout, au moins 103 jeunes femmes, dont 26 mineurs, subissent ce calvaire. Certaines victimes sont forcées à des actes extrêmement violents, comme se scarifier les mots « esclave » sur la peau ou participer à des actes sexuels collectifs filmés. La peur constante que leurs proches découvrent ces images paralyse totalement les victimes. Pendant ce temps, les agresseurs organisent méthodiquement leur réseau. Le cerveau derrière cette horreur est un jeune homme sous le pseudonyme de God. Dès 2018, il crée plusieurs salons secrets sur Telegram, numérotés First Room, Second Room, ce qui donnera plus tard le nom de l'affaire Nth Room. Chaque salon abrite quelques victimes strictement contrôlées, humiliées quotidiennement et forcées à produire des vidéos explicites vendues ensuite à des milliers de clients. Au fil du temps, le réseau s'agrandit, les salons se multiplient et le nombre de victimes explose. Ce scandale devient rapidement l'une des affaires criminelles numériques les plus choquantes et sombres jamais vues en Corée du Sud. En septembre 2019, le maître initial God disparaît brusquement des radars, fermant la série originelle de Salon. Mais loin de faire cesser l'horreur, cette disparition marque en réalité le passage de relais à d'autres criminels. Un individu utilisant le pseudo de Baksa, donc signifiant docteur, émerge alors comme figure centrale de la seconde phase du réseau. Baksa crée sa propre série de salons, souvent appelée la Baksa Room. Cette nouvelle itération pousse encore plus loin la violence et l'audace du système. Il reprend les méthodes de God pour piéger des femmes en les peaufinant. Il utilise notamment de fausses offres de casting ou d'emploi sur Twitter pour attirer de nouvelles proies. Et parmi elles, on retrouve Mina, 16 ans, lycéenne de Daegu, qui répond à une annonce pour un poste d'assistante de créateur de mode. En échange de ses identifiants Instagram, elle reçoit une menace. Si tu ne coopères pas, tes photos intimes seront envoyées à tous tes abonnés. Piégée, elle est contrainte de se tatouer esclave de Baksa sur la cuisse, sous l'œil d'une caméra. Les séances de torture se multiplient. Automutilation avec des lames, viols simulés avec des animaux. Ils exigeaient des vidéos de plus en plus extrêmes. Si je refusais, ils menaçaient de tuer mon petit frère, racontera-t-elle lors du procès. Pour alimenter ce système, Baksa s'entoure d'un véritable cartel de complices, afin d'étendre le réseau et gérer l'afflux d'utilisateurs. Désormais, même des mineurs sont spécifiquement visés, comme Mina, choisi pour sa vulnérabilité après le suicide de son père. Le succès de ces salles obscures repose sur un modèle économique bien rodé. Et oui, l'accès n'est pas gratuit. Les contenus sont monnayés à prix d'or sur Telegram. Pour entrer dans une salle basique, un nouveau membre doit payer aux alentours de 200 000 won, soit environ 150 €. Et pour accéder à l'ensemble des vidéos, y compris celles de Mina et d'autres victimes subissant ces violences sexuelles, des humiliations corporelles ou des actes de bestialité, il faut débourser jusqu'à 1,5 million de won, donc près de 1100 €. Les transactions se font en toute discrétion via des crypto-monnaies, assurant l'anonymat des payeurs. En outre, pour prouver leur dignité d'entrer dans le club, certains membres doivent eux-mêmes partager du contenu dégradant ou des actes violents qu'ils commettent. Cette mécanique ignoble attise la surenchère. Au fil de 2019, le nombre d'utilisateurs explose. Le bouche à oreille sur le darknet et les réseaux parallèles attirent une clientèle grandissante, avide de nouveautés sordides. Mina devient, malgré elle, une star des Baksa Room. Son tatouage et ses vidéos d'automutilation sont parmi les plus demandés. On
estime qu'au total, plus de 260 000 comptes ont accédé aux différents salons Ensroom pour visionner ou acquérir ces vidéos. Et même en retirant les éventuels doublons de comptes, cela représente des dizaines de milliers de personnes impliquées. Cette audience immense rapporte des sommes colossales aux organisateurs. Lors des perquisitions, les autorités saisissent plus de 3,2 milliards de won, soit 2,3 millions d'euros en crypto-monnaie. Fruit de cette traite sexuelle digitale, une partie de cet argent provenait directement de la monétisation des souffrances de Mina, forcée de générer 17 vidéos par semaine, sous peine de représailles contre sa famille. Malheureusement, le système de la Ensroom ne se contentait pas de piéger ses victimes. Il les broyait méthodiquement, verrouillant tout échappatoire par une combinaison de chantage numérique et de pression collective. Tout commençait par un piratage en règle. Les comptes Naver ou KakaoTalk, véritables coffres forts de la vie privée coréenne, étaient infiltrés via des liens phishing déguisés en offres alléchantes comme vu précédemment. En l'espace de 48 heures, les criminels dressaient un portrait robot de sa vie, arme parfaite pour un chantage sur mesure. Mais le véritable génie diabolique résidait dans l'implication des consommateurs. Les 10 000 utilisateurs actifs des chatrooms n'étaient pas de simples spectateurs. Ils en étaient les metteurs en scène. Via des réactions Telegram, ils votaient pour exiger des actes toujours plus barbares. 352 votes pour qu'elle se brûle avec un fer à lisser. Allez, plus de 500 cœurs, prochaine mission, elle avale une clé USB. Exigeait un utilisateur en échange de 0,1 bitcoin. Cette surenchère sadique était alimentée par un système de récompense. Plus les demandes étaient extrêmes, plus l'accès au chatroom VIP devenait exclusif. En 2020, 41% des vidéos produites sous la contrainte répondaient directement à des suggestions d'utilisateurs payants. De ce fait, près de 97% des victimes ont subi des séances de torture en direct sous la pression du vote. Et 58% des utilisateurs ont admis avoir aimé ou commenté des demandes violentes. C'était comme un jeu vidéo en live, sauf que les personnages étaient des vraies filles. Plus tu payais, plus tu contrôlais l'action, confiera Lee Min-ho, un ancien membre lors de son procès. Dans cet enfer 2.0, chaque clic scellait le destin d'une femme, et chaque crypto-monnaie versée graissait les rouages d'une machine à broyer des vies. Pendant 2 ans, ce système a prospéré dans l'ombre, jusqu'à ce qu'une poignée de femmes ne déclenche une bombe médiatique. L'affaire éclate au grand jour. Dès le début 2019, quelques journalistes d'investigation sud-coréens donnent l'alerte sur des salons secrets Telegram où circulent des contenus pédopornographiques. Par exemple, en janvier 2019, le Seoul Shinmun infiltre un groupe clandestin qui diffuse des vidéos d'abus sur mineurs. Cependant, personne n'imagine encore l'ampleur du réseau criminel qui se trame en ligne. C'est en juillet 2019 qu'une véritable enquête éclaire l'affaire. 2 étudiantes en journalisme, Park Ji-hyun et Won Eun-ji, se font passer pour des membres de ces chats secrets sous le nom de code Team Flame. Leur travail d'infiltration met au jour un système tentaculaire de chantage sexuel et d'exploitation de jeunes femmes sur Telegram. Elles découvrent ce que l'on appellera bientôt l'affaire Ensroom. Le 12 août 2019, un premier média en parle ouvertement. Le quotidien Electronic Times publie un article choc révélant l'existence de ces Ensroom sur Telegram. Ce sont les premières révélations médiatiques de l'affaire qui commencent à dévoiler l'horreur en cours. Dans les mois qui suivent, d'autres journalistes prennent le relais. The Hankyoreh, grand journal national, collabore avec Team Flame pour mener l'enquête. Protégées par l'anonymat, les 2 étudiantes livrent leurs preuves aux journalistes et à la police. Une enquête fouillée paraît ainsi en novembre 2019 dans Hankyoreh, exposant les rouages du réseau et son mode opératoire. Cette médiatisation initiale, toutefois, reste encore relativement confinée. Il faut attendre le début de l'année 2020 pour que l'affaire explose véritablement au grand jour. Après plusieurs mois d'enquête sous couverture, le quotidien Kookmin Ilbo publie le 9 mars 2020 une série de reportages accablants, résultat de 6 mois passés infiltrés dans les groupes Telegram. Cette série d'articles détaille l'ampleur du réseau et l'extrême gravité des abus commis, confirmant que le scandale s'étend à l'échelle nationale. Parallèlement, la télévision s'en mêle. En février 2020, la chaîne SBS ose diffuser un reportage d'investigation sur le sujet, malgré les représailles des criminels qui menacent alors de tuer l'une de leurs victimes si la diffusion n'est pas annulée. Ces révélations médiatiques successives agissent comme un détonateur. En quelques jours, l'affaire Ensroom passe du statut de rumeur obscure sur Internet à celui de véritable séisme médiatique, dévoilant aux yeux de tous l'existence d'un cyber-réseau d'esclavage sexuel d'une ampleur inédite. L'effet de ces révélations est immédiat. L'opinion publique sud-coréenne est sous le choc. En découvrant la cruauté systématique du réseau Ensroom, la population ressent un mélange de stupeur et d'horreur. Les détails dévoilés dépassent l'entendement. On apprend par exemple que des jeunes filles, parfois à peine âgées de 11 ou 12 ans, étaient réduites à l'état d'esclaves virtuels, forcées d'accomplir des actes d'ignominie absolue sous la menace constante de maîtres chanteurs. Ces révélations glaçantes suscitent une indignation générale à travers tout le pays. Beaucoup de citoyens expriment ne pas avoir de mots
sociaux face à l'enfer numérique ainsi mis au jour. Et une question revient sur toutes les lèvres. Comment de telles atrocités ont-elles pu se produire sans que personne n'intervienne plus tôt? Très vite, la colère collective s'organise. Sur les réseaux sociaux, l'affaire fait l'effet d'une traînée de poudre. Des hashtags dédiés émergent et deviennent viraux, tandis que des milliers d'internautes partagent leurs écœurements et leurs appels à la justice. En particulier, de nombreuses femmes se mobilisent en ligne pour exposer les agissements des criminels et relayer massivement les informations des journalistes. Le scandale de la Hansroom monopolise les conversations sur Twitter, Facebook et les forums. En quelques jours, il se transforme en cause nationale. Cette vague d'indignation gagne même les personnalités publiques. Plusieurs artistes de K-pop et figures médiatiques prennent position, publiant des messages de soutien aux victimes. Le symbole de ce choc de l'opinion se manifeste à travers les pétitions citoyennes. Sur le site officiel de la présidence, des pétitions exigeant la publication de l'identité des coupables et des sanctions exemplaires recueillent en un temps record un nombre hallucinant de signatures. En l'espace de quelques jours à peine, plus de 5 millions de citoyens signent ces pétitions en ligne. Un chiffre historique du jamais vu en Corée du Sud. Il s'agit du plus grand nombre de signataires jamais enregistrés sur la plateforme présidentielle, témoignant de l'ampleur de la mobilisation populaire. Ce raz-de-marée de soutien traduit la fureur et la détermination de la population. Chacun exige que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue aux victimes. Dans les rues, malgré le contexte du début de la pandémie du Covid-19, des manifestations spontanées et rassemblements symboliques ont lieu, menés notamment par des collectifs féministes. Des pancartes virtuelles comme réelles proclament des slogans appelant à la fin de l'impunité. Face à cette pression sans précédent, les autorités sont mises au pied du mur. La société sud-coréenne dans son ensemble a pris conscience de l'urgence d'agir contre ce fléau. En Corée, l'affaire de la Hansroom déclenche une énorme indignation publique. Pourtant, au tout début, les autorités avaient sous-estimé la gravité du problème. En effet, en 2019, un premier signalement anonyme concernant ces salons criminels avait été ignoré par la police, persuadée qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Mais lorsque le scandale explose publiquement, la réaction devient rapide et très forte. Dès l'automne 2019, la police commence à réagir sérieusement, aidée par les informations précieuses de la Team Flame. Un administrateur majeur du réseau, surnommé Watchman, âgé de 38 ans, est arrêté en septembre. Cet homme avait largement contribué à populariser les salons de la Hansroom et sa condamnation à la prison ferme intervient rapidement après son arrestation. Un autre complice, surnommé Kelly, déjà connu pour des délits sexuels, est également interpellé peu de temps après. Mais ces premières arrestations ne suffisent pas à démanteler entièrement le réseau criminel. Le vrai tournant survient au printemps 2020. Le 16 mars, la police met la main sur Cho Joo-bin, alias Baksa, âgé de seulement 24 ans, qui est le cerveau principal derrière les Baksa Rooms. Son arrestation marque un tournant décisif. Sous l'immense pression des millions de citoyens, choqués et révoltés, les autorités prennent une mesure sans précédent. Dévoiler publiquement l'identité complète de Cho Joo-bin. Le 23 mars 2020, la chaîne SBS diffuse à la télévision nationale son nom et une photo issue d'un ancien annuaire scolaire. Dès le lendemain, la police confirme officiellement son identité devant des dizaines de caméras, en organisant une conférence de presse historique. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le visage d'un criminel sexuel est exposé publiquement par les autorités. Menotté, blessé au front, Cho Joo-bin ne prononce qu'une courte déclaration d'excuses, non pas à ses victimes, mais à des connaissances, aggravant ainsi la colère populaire. Suite à son arrestation, l'enquête policière prend une ampleur exceptionnelle. Fin mars 2020, déjà 124 personnes sont arrêtées, dont 18 placées en détention provisoire. Grâce à la collaboration des sociétés de crypto-monnaies qui aident à identifier les acheteurs des vidéos illégales, près de 40 autres criminels sont arrêtés dès avril 2020. Sur toute l'année, le bilan final est impressionnant. 3757 personnes impliquées dans l'affaire de la Hansroom sont alors arrêtées par la police. Parmi elles, 245 individus seront effectivement jugés et condamnés à des peines de prison ferme. Et jamais en Corée du Sud, une opération contre les crimes sexuels numériques n'avait atteint une telle échelle. Le procès de Cho Joo-bin devient un événement national suivi par des millions de Coréens. En novembre 2020, il reçoit une peine exemplaire. 40 ans de prison pour chantage, exploitation sexuelle et diffusion de pornographie juvénile. Cette peine sera même portée à 42 ans en appel en 2021. Cho Joo-bin et ses complices des forums de Baksa ont été arrêtés. Mais l'identité de God, qui est à l'origine de ce genre de forum, est toujours un mystère. Par ailleurs, Moon Hyung-wook, surnommé God, formateur initial du réseau de la Hansroom, est arrêté après une longue traque policière. Il est condamné à 34 ans de prison. D'autres figures centrales du réseau, comme Nam Kyung-up, adjoint de Cho Joo-bin, sont aussi condamnées à de lourdes peines.
Les autres administrateurs des salons dérivés reçoivent également des peines allant de quelques années à plus de 10 ans de prison. Ces jugements sévères sont largement approuvés par l'opinion publique, bien que beaucoup pensent qu'aucune peine ne pourra jamais réparer totalement le mal fait aux victimes. Le message envoyé est clair, la justice sud-coréenne ne tolérera plus ces crimes horribles. L'impact de l'affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Elle provoque un véritable choc politique et législatif dans tout le pays. Dès mars 2020, le président en fonction Moon Jae-in prend publiquement la parole et ordonne une enquête approfondie. Il déclare fermement « La police doit considérer cela comme un crime grave et mener une enquête exhaustive ». Une cellule spéciale dédiée à la lutte contre les crimes sexuels numériques est immédiatement créée au sein de la police, afin de mieux coordonner les enquêtes sur tout le territoire national. Le gouvernement annonce rapidement une politique de tolérance zéro envers ces crimes. En mai 2020, à peine 2 mois après le début du scandale, le Parlement adopte en urgence une série de réformes législatives majeures, connues sous le nom des lois Ensrum. Ces nouvelles lois changent radicalement la législation sur les crimes sexuels numériques. Désormais, filmer ou diffuser des contenus intimes sans consentement est puni de 7 ans de prison, contre seulement 5 auparavant. Le chantage sexuel devient clairement une infraction grave définie par la loi. Même le simple fait de consulter ou de posséder ces vidéos illégales devient désormais un crime puni par la loi. De plus, les plateformes numériques et les applications de messagerie sont obligées de coopérer pleinement avec les enquêteurs, d'identifier rapidement les criminels et de supprimer immédiatement tout contenu illicite signalé par les autorités. Ce scandale, aussi atroce fut-il, a incité la nation à regarder en face la réalité des abus sexuels 2.0 et à y répondre par des actions concrètes. C'est désormais un tournant historique dans la lutte contre les crimes sexuels numériques en Corée du Sud. Plus jamais une telle horreur ne pourra prospérer dans l'ombre en toute impunité. Mais ça, c'est ce que j'aurais aimé vous dire. La Ensrum 2.0. En septembre 2024, la Corée du Sud découvre avec horreur une nouvelle série de salons de discussion Telegram surnommés rapidement Ensrum 2.0. Cette affaire surgit brutalement dans l'opinion publique à la suite de l'arrestation du CEO de Telegram dont on a déjà parlé. Immédiatement, une vague d'angoisse envahit la société sud-coréenne. Des centaines de milliers de personnes, étudiants, enseignants, militaires, commencent à supprimer leurs photos et à effacer leur présence numérique sur les réseaux sociaux, suite à des alertes massives émises par les universités. Mais qu'est-ce que précisément la Ensrum 2.0. Contrairement à l'affaire originale où les victimes étaient contraintes par chantage à produire elles-mêmes des contenus explicites, cette nouvelle vague d'abus utilise massivement la technologie du deepfake. Ce procédé consiste à manipuler des images innocentes de femmes, souvent mineures, pour créer de faux contenus sexuels extrêmement réalistes. Ce changement technologique est dramatique car il permet aux auteurs d'agir sans même que les victimes soient conscientes du danger qui plane sur elles. Le système découvert est d'une ampleur sans précédent. Les utilisateurs doivent fournir des photos de femmes issues de leur entourage. Oui, vous avez entendu, mère, sœur, cousine, tout y passe, accompagnées d'informations personnelles détaillées. Nom complet, âge, école, université, numéro d'étudiant, réseaux sociaux et même parfois adresse personnelle. Grâce à ces données, des bots Telegram génèrent en quelques secondes des vidéos deepfake extrêmement réalistes. C'est terrifiant. Un seul de ces salons comptait déjà plus de 227 000 membres dès sa découverte. C'est au total plus de 400 écoles, soit environ 7% des établissements scolaires sud-coréens qui sont touchés, allant des universités les plus prestigieuses jusqu'aux écoles primaires. Chaque établissement scolaire visé possède son propre salon dédié, rendant ces groupes particulièrement organisés et ciblés. Les conséquences de cette nouvelle version dépassent largement celles de la précédente. Les victimes sont innombrables et ne découvrent parfois leur propre victimisation que trop tard, lorsqu'elles reçoivent des messages anonymes menaçants. Une étudiante d'Inha University raconte avoir reçu une série de messages terrifiants contenant des deepfakes réalistes accompagnés de menaces directes d'agression physique. Les enseignants ne sont pas épargnés. Au moins 70 professeurs ont été identifiés comme victimes, certains devant même quitter leur emploi face à l'humiliation publique. Des militaires et même des figures publiques comme des athlètes et des infirmières sont également visés, accentuant la panique collective. La portée dévastatrice de la Ensrum 2.0 provoque une réaction massive. Les universités envoient des alertes incitant les étudiantes à effacer leurs photos en ligne, entraînant une disparition quasi générale des contenus personnels sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces mesures restent insuffisantes, puisque même les photos archivées ou les petites images de profil sur les réseaux sociaux privés sont piratées pour alimenter ces salons. Et face à cette crise, la réaction des autorités sud-coréennes est jugée insuffisante par l'opinion publique. Malgré l'annonce d'enquêtes intensifiées, très peu de résultats concrets émergent. De nombreuses victimes rapportent un manque d'assistance, la police arguant fréquemment son incapacité à intervenir efficacement à cause de la nature décentralisée de Telegram. En conséquence, plusieurs victimes ont dû mener elles-mêmes leur enquête, parfois à leur risque et péril.
Cette affaire exacerbe en outre les tensions sociales existantes. Des féministes sud-coréennes lancent des campagnes de sensibilisation et des manifestations pour alerter la société. Mais elles se heurtent à une opposition virulente de certains groupes d'hommes qui accusent les femmes de provoquer une guerre de genre et minimisent l'importance de ces crimes. Ce clivage profond génère une véritable crise sociale, ajoutant un traumatisme supplémentaire aux victimes déjà profondément marquées. La Ensroom 2.0 révèle ainsi les défis colossaux que posent les nouvelles technologies numériques et souligne l'urgence d'une action coordonnée au niveau national et international pour protéger les victimes, poursuivre les responsables et prévenir de futures dérives similaires. Je sors totalement de la vidéo et je vous parle désormais en tant que femme. Nous vivons et continuerons de vivre dans une ère où non seulement nous ne serons pas respectés, ne serons vus uniquement que comme des moyens d'assouvissement de désirs sexuels qui dépassent l'entendement. Et ce, de manière incontrôlée, sans que l'on puisse avoir un pouvoir direct sur ce genre de choses. Et je déteste le dire parce que c'est horrible qu'on doive beaucoup plus faire attention et de voir en face si peu de réactions de la part de la justice et aucun recadrage sévère de ces monstres qui pourtant sont des humains comme nous apparemment. Mais à toi qui regarde cette vidéo, fais attention à ton image sur les réseaux sociaux, ou même Internet en général. Fais attention aux détails que tu donnes sur ta vie privée. Parce que bien que ça ne prévienne pas de tout danger, tant que l'on peut éviter de s'exposer, mieux vaut le faire. Raison pour laquelle il n'y aura jamais de face reveal, et je suis catégorique là-dessus, malheureusement. Vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez, mais je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans apporter mon avis personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été très dure à écrire et tourner en raison du sujet abordé. Mais je jugeais important d'en parler parce que cela peut toucher n'importe qui. Vous, moi ou l'un de vos proches. Je vous invite fortement à aller regarder le documentaire Cyber Hell sur Netflix, sur lequel je me suis beaucoup basée, ainsi que mes autres sources en description. D'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait. Je ne pensais pas avoir autant d'engouement en revenant sur YouTube. Je tâcherai de proposer peut-être un peu plus de contenu sans pour autant baisser la qualité de ce que je produis. Parce qu'avant tout, je partage ce que j'aime. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant un like, en commentant et en vous abonnant à ma chaîne si vous le voulez. Cela me ferait extrêmement plaisir. C'est un sujet sérieux, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'était Rila, je vous dis à la prochaine. Salut!